on voit qu'il se dessine réellement, qu'il s'affirme une fonction d'architecte de la performance. Donc c'est plus simplement, ok, il y a un ops, on tâtonne un peu. Là, on est en train de se dire, ok, il y en a un, peut-être que demain, il y en aura deux. On voit la valeur ajoutée grandir. La raison pour laquelle tout le monde était là, c'était pour se poser la question sur l'évolution du rôle d'ops depuis un an et aussi la perception qu'ont les ops d'eux-mêmes. Parce que dans toutes les grandes organisations, demain, dans les organisations avec une centaine de personnes et plusieurs produits, est-ce que ça va devenir essentiel d'avoir un ops demain ? Bonsoir à toutes et tous et bienvenue. Donc vous êtes ici au laptop, juste à main levée. Qui, bon, je vois beaucoup de têtes qu'on voit d'habitude, hein, mais qui ne connaît pas le laptop ici? Ok, c'est un O. Ah, voilà. 4 personnes. Oh, bon. La bosse est refaite. Juste, bon, je vais faire rapide comme il y en a pas mal qui nous connaissent, mais nous de base on était un coworking et maintenant on est plus un centre de formation autour des métiers du design. On a 15 formations, dont l'UX, l'UI, oui c'est vrai, 15 déjà. Ça fait 13 ans qu'on existe et puis on propose comme ça des événements qui sont liés plus ou moins à nos sujets, dont Monsieur Guise qui vient souvent faire des événements ici. Et juste pour vous dire un peu sur les actualités qu'on a, c'est qu'on a lancé une offre d'abonnement sur notre plateforme qui n'est pas chère. Sur notre plateforme Circle et qui vous permet d'accéder à tous les workshops qu'on fait de manière gratuite en fait, si vous payez l'abonnement. Voilà, si vous payez l'abonnement. Mais qui vous offre aussi plein d'avantages, des accès à même des replays d'autres workshops qu'on a fait. Enfin, il y a pas mal de contenu là-dessus qu'on a enregistré et qui servent aujourd'hui. Et si ça vous intéresse aussi en termes d'événements qu'on fait, demain on fait une journée porte ouverte, mais c'est plus une journée coworking, rencontre. Vous pouvez même prendre des rendez-vous avec Pauline si vous êtes intéressé potentiellement. Voilà. Et apéro, bien sûr, nous, de toute façon, c'est le mot d'ordre. À chaque fois qu'on fait des événements ici, c'est apéro. On aimerait bien commencer par apéro, mais bon, faut quand même faire comme si on bossait un petit peu, quoi. Voilà. Et oui, aussi, une nouvelle nouveauté, on lance les labs IA qui sont en fait des petits ateliers à distance d'une heure et demie où on vous entraîne à des manières d'intégrer l'IA dans vos métiers. Donc, on en fait un le 14 octobre sur le prompt engineering et le premier épisode donc sera gratuit. Donc si vous voulez en profiter, c'est 14 octobre et de toute façon on vous fera la com, etc. On vous enverra les liens qu'il faudra. Et ou prendre l'abonnement pour avoir accès après à toutes les séries qui seront sur les labs, qui seront là pour payant, mais le lancement est gratuit en tout cas. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Et on a lancé aujourd'hui, on a une journée de formation sur le business design, donc avec une matinée masterclass sur la partie théorique et l'après-midi, il y a un côté vraiment pratique. Donc c'est le 9 décembre. Donc on a lancé la com, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur notre circle, notre site, etc. pour vous y inscrire. Voilà, et maintenant on va laisser la place à ceux qui ont pris l'événement quand même ce soir. Donc voilà, et puis bon événement à vous. Avec la restite, on pourra vous envoyer aussi les petits liens utiles. Parce qu'on a le circle de l'observatoire et il y a le circle du laptop. Tout le monde est sur circle. C'est parti, parce qu'on est un peu en retard déjà et on a compris que l'apéro était important. Donc aujourd'hui, c'est effectivement Monsieur Guise qui organise chez le laptop. Très rapidement, qui on est pour faire simplement l'origine aussi de l'observatoire. Donc on est une agence en product et en design et aussi en ops. Et on est beaucoup basé sur le terrain, parce que c'est vraiment ça en quoi on croit. Et c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup de formats participatifs. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel vu que c'est la réussite de l'enquête, donc ça va être plus dans un pitch. Mais effectivement, essentiellement, les formats qu'on va proposer sont souvent assez tournés autour de l'atelier, pour être très terrain. Et dans les grandes lignes, donc on fait de la régie essentiellement, aussi de la formation et du conseil. Et on a effectivement, c'est la grosse tendance de l'IA, hein. On a tous plongé dedans. On a effectivement travaillé aussi sur des agents, que ce soit pour le produit. Maintenant, on commence sur l'ops, pour la data aussi, pour le design. Donc, on commence à proposer de plus en plus de choses. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. D'ailleurs, à vous rapprocher de Tony, par exemple, par là-bas, notre head of design, qui pourra vous en dire plus. Et il y a Alex qui est très bon aussi, qui fait des super trucs, qui pourra vous en parler. Demain, il a un Rex, donc quelque chose qu'il a fait avec le ticket. Et donc, des formations aussi autour de l'ops et de l'IA qui sont assez récentes depuis cette année. Et ce qu'on a fait surtout, c'est la création de cette belle communauté qui est l'Observatoire et qu'on a créée il y a 1 an. On fête les 1 an, à vrai dire, là, c'était en septembre dernier. Donc une communauté d'ops, mais pas que. Globalement, qu'est-ce que c'est cette communauté?
Donc si vous êtes là aujourd'hui, certains font déjà partie de la communauté. Les autres, vous êtes les bienvenus pour la rejoindre officiellement et revenir à d'autres événements et participer aussi à d'autres ressources qu'on partage, d'autres échanges sur Circle notamment. L'idée de cette communauté, c'est, réellement de partager nos enjeux, nos problématiques, de mieux les comprendre et de s'entraider entre pairs. Et pour ça, on va avoir différents formats. Donc on a la partie, meet-up, la partie atelier souvent qui est dans les meet-up. Il y a des versions présentielles et distancielles parce qu'il y a des personnes, il y a des ops aussi qui sont pas à Paris. Donc tout le monde est vraiment les bienvenus. On a aussi le circle où, chacun est libre de venir partager effectivement, ses derniers challenges. S'il y a des questions pour d'autres personnes peut-être, qui ont déjà expérimenté, vécu quelque chose, c'est le lieu où partager ça ou même partager de la veille. Et c'est là-dessus où on met aussi toutes les restites de nos événements. Ceux qui sont pas ops par ici, je pense qu'il y en a quelques-uns. Heu, Qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi on a des ops aussi dans des non-ops dans l'observatoire? En fait, on s'est dit que si vous faites tout ce qui est vous posez des questions organisationnelles, de process, de cohérence, de collaboration, heu, à une plus grande échelle, vous avez des fonctions qui s'associent aussi à l'ops et vous allez être intéressés par tout ce qu'on se dit. Donc on se limite pas dans cette communauté à avoir simplement, des ops parce que dans certaines entreprises, il y en a pas, hein. Toutes les entreprises n'ont pas ce luxe-là et c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble, là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on ouvre quand même les portes à pas mal de monde à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on est là? On est là pour l'enquête OPS 2025. Donc on en a fait une déjà il y a 1 an, c'était la première et cette année, on a renouvelé l'expérience aussi pour essayer de voir les évolutions et on va vous présenter tout ça aujourd'hui. Il y a des soucis d'animation des endroits. Déjà, pourquoi cette enquête? L'idée, c'était de comprendre, en fait, les évolutions du métier, parce que l'Obs n'existe pas depuis si longtemps, concrètement, surtout en France. C'était aussi de cartographier les profils, les compétences et cetera, les enjeux, identifier les tendances et les défis auxquels on fait face et derrière, ouvrir des pistes de réflexion qu'on pourra notamment, évoquer donc après mon petit pitch, on aura un moment pour échanger sur ce que vous retenez de tout ça et parler de vos problématiques et en fait, l'idée, c'est d'ouvrir des pistes aussi de réflexion pour de prochains échanges, tous ensemble, justement lors de nos prochains, événements, pour vraiment vous aider à apporter des solutions à ce que vous rencontrez et ce qu'on aura pu évoquer dans l'enquête. Ce qu'on a pu ressortir, un fait, vachement, marquant en tout cas de cette enquête et qui est positif, c'est qu'on n'est plus un rôle accessoire. On en a beaucoup parlé, durant l'année passée avec, pas mal d'entre vous qui étaient présents aux derniers événements. C'est plus un simple, voilà, fonction support, on entendait beaucoup parler de ce rôle-là. On voit qu'il se dessine réellement, qu'il s'affirme une fonction d'architecte de la performance et de la performance collective. Donc on n'est pas à titre d'individu, on s'intéresse à des tailles importantes. Et ce côté architecte est vraiment puissant de ce qui est ressorti, des retours de chacune des personnes qui ont, participé à l'enquête. Donc c'est effectivement un rôle en pleine maturation. Le rôle évolue, donc on n'est plus ce simple facilitateur, comme on se disait là. On est plus quand on est à une seule équipe, c'est de plus en plus de nombreuses équipes mêlées et des périmètres organisationnels entiers par moment, donc des directions entières par moment. Parce qu'effectivement, il y a quand même 33 des ops qui accompagnent plus de 40 personnes, c'est pas rien et 44 des entreprises qui ont augmenté aussi leurs effectifs ops. Donc on voit effectivement cette émergence, de ce métier-là, qui prend de l'ampleur petit à petit et donc on peut se dire que, vu qu'il prend de l'ampleur aussi, il est plus seulement émergent, mais on rentre dans cette phase de consolidation petit à petit. Donc c'est plus simplement: «OK, il y a un ops, on tâtonne un peu». Là, on est en train de se dire: «OK, il y en a un, peut-être que demain il y en aura 2». On voit la valeur ajoutée grandir et les effectifs grandissent. Ça pourrait aller plus vite s'il y avait plus de budget, actuellement sur les marchés. Donc c'est effectivement une évolution, naturelle qu'on observe aussi de pas mal de rôles. Donc c'est souvent des profils produit ou design, la majorité, qu'on a interrogés, qui sont plus expérimentés à force d'effectivement de certaines XP dans leur domaine, qui ont vécu pas mal de situations, puis qui ont décidé de spécialiser, dans l'Ops. Ce qui est assez bien aussi dans l'étude, je te fais un clin d'œil encore Lorenzo, c'est l'équilibre et la diversité. Pour le coup, dans l'enquête, alors il y a pas tous les Ops de France qui ont répondu. Peut-être l'année prochaine, on arrivera à avoir tout le monde, mais on a une très bonne parité. Pour le coup, elle est quasi à 50-50 dans les, résultats. Donc ça, c'est top et bon, par contre, on voit que c'est quand même plutôt, des profils, qui sont quand même hautement, diplômés, qui se dessinent en majorité de bac+5, même s'il y a quand même des profils à l'écart qui sont appris, par eux-mêmes et par l'expérimentation essentielle et globalement, ce qu'on se dit, c'était une expertise praticienne, c'est vraiment des gens du terrain de base, et pas des managers. Ça, c'est important aussi à noter. On a remonté des fonctions qui pouvaient être des fois similaires,
Mais en tout cas, c'est vraiment ce rôle, terrain où ils ont mis les mains dedans et ils ont pu apprendre, voir plein de choses et ça les a amenés vers ce rôle-là. Et petit à petit, quand on se parlait aussi de le côté, ça prend de l'ampleur, des fois il y a plusieurs ops et ben, quand il y a plusieurs ops aussi, petit à petit, on voit qu'il y a des fonctions managériales aussi, head of ops, qui arrivent. Et tout ça, ça peut nous questionner et nous dire: «Ben, comment ce rôle, il va continuer à évoluer? Est-ce que les équipes vont continuer à grandir? Est-ce qu'on aura vraiment des équipes, opérations, avec plusieurs, ops qui sont déployés dans différentes équipes?» Donc c'est des questions qu'on peut se poser et qui pourraient arriver dans les grosses, orgas. Donc de ce rôle ancré, d'une équipe à vraiment l'orchestration de plusieurs équipes. Et vraiment, on se parle d'organisation aujourd'hui, c'est vraiment ça, nous, qui nous a marqué. C'est on a commencé, il y avait beaucoup ce côté coach, Scrum Master à des petites échelles et maintenant, effectivement, les ops, ils prennent cette ampleur-là, de d'accompagner des grandes équipes. Par contre, ce qu'on a pu noter, dans le détail aussi et dans des échanges qu'on a eus au cours d'année avec, l'observatoire, c'est qu'on a de plus en plus, une question de l'overlap avec le rôle du manager. Il y en a beaucoup qui nous posent des questions aussi de, ben, est-ce que ça, c'est pas plutôt au manager? Donc c'est vrai que ça questionne pas mal. Je serais curieuse après dans les échanges de voir ce que vous en pensez, mais nous, ça ressort beaucoup dans les débats, en tout cas de l'observatoire. En tout cas, ceux qu'on a eus sur Circle avec les dernières enquêtes, notamment internationales. Donc à voir, est-ce qu'on va être comme nos voisins à l'international et avoir de plus en plus ce sujet-là. Donc effectivement, pour vous donner quelques chiffres, taille des équipes, donc c'est plus de donc quand même 39, quasiment donc 40 qui accompagnent des équipes de plus de 200 personnes et pour les plus de 100 personnes, donc on a plus la moitié quand même des ops. Donc c'est vraiment cette question d'échelle qui ressort et aussi la question du nombre de produits. Donc c'est essentiellement, des personnes, en tout cas des organisations où il y a plus de 10 produits, donc assez conséquent aussi. On n'est pas dans des petites organisations, des petites équipes et ça peut faire nous demander, est-ce que, en fait, c'est obligatoire? Est-ce que dans toutes les grandes organisations, demain, dans les organisations avec, numériques avec beaucoup de monde, avec une centaine de personnes et plusieurs produits, est-ce que ça va devenir essentiel d'avoir un ops demain pour faire fonctionner, pour faire mieux collaborer, pour être plus performant et cetera? C'est une question qu'on pourrait se poser par rapport à ce qui commence à se dessiner aujourd'hui. Donc effectivement, ça se professionnalise, ça se structure petit à petit, donc on passe individuel à collectif et il y a cette question de hiérarchie propre que je commençais à évoquer, qui commence à se dessiner. Il y a quelques, organisations avec des head of ops qui commencent à arriver également. Ça, c'est aussi dû au fait que, ben, petit à petit, on n'est certes pas ops, je pense, tous autour de la table depuis très longtemps, ça reste assez récent, mais ça commence à en fait, il y a de plus en plus de monde qui commence à être, en fonction depuis, plusieurs années. Ce qui fait que ça va venir stabiliser aussi la profession. Et petit à petit, ça aide malgré tout à cette reconnaissance, également. Le nombre d'ops, donc on a dit qu'on est un passage du solo ops, aux équipes justement qui sont plus structurées avec plusieurs ops et c'est ça aussi qui fait qu'on commence à voir apparaître, ce côté avec une hiérarchie, donc avec un head of associé. Malgré tout, on voit qu'on est encore souvent rattaché et souvent scindé entre produit et design et attaché à un head of, un CPO et cetera, en fonction soit produit, soit design. Donc ça, c'est encore assez commun. Malgré tout, il y a une évolution, personnellement, moi je trouve ça pas mal, où il y a plus de fusion entre les 2 rôles, entre produit et design et du coup avoir vraiment une cohérence avec une hiérarchie, une direction des opérations où les ops sont là et peuvent, accompagner n'importe qui en fait, dans le numérique. Tout ça, ça soulève quelques questions. La première, c'est, ben, c'est quoi en fait, les défis qu'on rencontre quand on met en place cette, fonction d'ops? Parce qu'il y en a certains qui n'ont pas encore fait ça. Alors on se disait peut-être qu'il y en aura de plus en plus demain, des ops pour ces grandes organisations-là. Peut-être que certains vont se dire: «Ben, on en a besoin nous aussi». Mais comment on se lance en fait concrètement, quand on n'a jamais eu d'ops? Comment une entreprise se dit: «Ben, tiens, j'ai besoin, d'avoir quelqu'un», mais comment on l'accompagne? Comment on lui crée cette opportunité, cette place au sein de l'organisation qui est pas si évidente à avoir? Quel sera son rattachement ensuite? Est-ce qu'on va le rattacher effectivement, on se parlait d'opérations, produits, design, en fonction des ambitions, à qui on va rattacher, cet ops, cette 1re ops qui pourrait arriver dans notre et même ceux qui sont déjà en place, est-ce qu'on garde cette organisation ou est-ce que ça peut être intéressant pour, avoir plus d'ambition demain, plus de performance, meilleure collaboration et cetera? Peut-être de restructurer aussi cette organisation autour de l'ops. Et effectivement, le dernier point, on a vu qu'il commence à avoir plus d'effectifs dans certaines organisations où c'est plus seulement un seul ops, mais plusieurs. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui fait que on se dit que là, le marché, j'ai un peu sous-entendu, est difficile. Qu'est-ce qui fait que les personnes maintiennent effectivement leurs effectifs ou les font grandir? Donc ça, pour le coup, dans l'enquête, c'est pas quelque chose qui est, ressorti, qui serait intéressant d'aller creuser et pour le coup, on est assez preneur des échanges à la suite avec vous là-dessus. Peut-être que vous avez une idée, de tout ça et sinon on pourra aller le creuser ultérieurement. Et donc on pourrait se demander aussi,
effectivement, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un accompagnement, pour clarifier le rôle, la montée en compétences, la montée à l'échelle? Est-ce qu'il y a pas besoin d'aide là-dessus? Est-ce que les entreprises sont aujourd'hui suffisamment, matures, équipées pour, réaliser, bah, de quoi elles ont besoin, quelle est cette fonction? Donc il y a peut-être quelque chose à aller chercher aussi là-dessus et quelque chose qu'on pourrait travailler ensemble, pareil lors d'une autre session, de l'observatoire. On a parlé de qui ils étaient, la taille des équipes et cetera. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les missions? Quelles sont les compétences, dont ils doivent s'équiper? Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on n'a pas, des, spécificités. Ce qui se dessine, c'est pas quelqu'un qui est focus produit, focus design, c'est pas ça le plus important en réalité. C'est de s'adapter plus facilement pour pouvoir orchestrer des chantiers complexes, donc avoir plusieurs connaissances, plusieurs compétences. Et pourquoi ça? Pour réaliser les 3 missions principales qui sont remontées. Est-ce que ça vous surprend ces 3 missions? Communication, montée en compétences et indicateurs. Surprise avérée? Effectivement, ce qui est remonté, après on peut avoir plus de détails, mais ce qu'on voit, c'est que dans ces grosses organisations, les gens savent pas bien collaborer et communiquer entre eux. Je regarde Mylène en même temps. C'est ce qu'on vit au quotidien. C'est effectivement ça qui revient parce que dans ces grosses entreprises, les gens ont du mal des fois, ils se mettent eux-mêmes des barrières, et c'est quelque chose de tout bête, en fait, de les aider à communiquer. Est-ce que c'est le rôle de l'ops? Est-ce que c'est le rôle d'un manager? Est-ce que c'est leur rôle à eux-mêmes de mieux collaborer, mieux communiquer? La question se pose, mais en tout cas, il y a du travail là-dessus et c'est effectivement ça qui ressort bien plus que tout ce qui est discovery, delivery, qui au final n'apparaît pas du tout dans le top 3, qui est bien plus bas dans la liste. Ensuite, on va se parler de montée en compétences. Pareil, je pense que ça pourrait questionner, hein. C'est pour ça qu'on se parlait d'overlap avec, la partie managériale aussi. On peut se poser la question avec la partie RH et ainsi de suite pour certaines choses. Mais c'est ça qui remonte, effectivement, il y a le côté évangélisation certes, mais aussi les accompagner effectivement à prendre en main des nouveaux frameworks, des nouvelles approches peut-être pour, des profils plus juniors et peut-être plus, les aider à atteindre, le niveau de performance derrière qu'on va chercher. Et enfin, tout ce qui est associé au pilotage et à la mesure. Je pense que souvent les ops, ils sont aussi là, ce qu'on a pu noter, hein, dans l'enquête, c'est, pour aider à piloter la donnée, aller chercher de l'impact. On se parlait, il y avait beaucoup cette notion de performance qui remontait, dans l'enquête au final et qu'on a évoquée jusque-là. C'est comment effectivement on aide les équipes à aller chercher plus d'impact et pour ça, des fois, effectivement, il y a même cette plus en plus de profils, data experts. Ils savent pas trop par quel bout, s'y prendre et suivre les bonnes données, et bien la piloter, mettre en œuvre des systèmes de pilotage et les aider à la suivre tout ça fait partie des points clés, aujourd'hui. Certainement aussi pour légitimiser, ce rôle, clé aussi pour l'organisation et pour le business. Donc au final, ce qui se dessine, c'est que c'est assez transversal, hein. On parle pas de produits, de design, de research, ce que vous voulez. Ça peut toucher n'importe quel, corps de métier, donc ça pourrait s'adapter à n'importe quelle, direction. Et le second point, c'est qu'on est beaucoup plus axé sur l'humain, malgré tout avec les premiers points, mis à part le dernier, plutôt, que sur ce côté, exécution, pure, vraiment, delivery. On est vraiment humain en premier, collaboration, pour aller chercher, une meilleure performance et du coup nos indicateurs et notre impact. Pour y arriver, de quelles compétences il faut s'armer? Ce qui est ressorti en compétences clés, une fois de plus, hein, je vais dire, c'est du basique. Le premier, pas surprenant vu qu'on se parlait de communication avant, c'est la communication. L'homme doit être un très bon communicant, doit savoir s'adapter à différents types de profils, différents types de métiers. Il faut qu'il sache effectivement autant parler, à un profil, C-level, par moment, qu'à, un opérationnel. Il faut qu'il sache parler autant à un profil technique, qu'à un profil plus, de designer, par exemple, ou même, ailleurs, marketing et cetera. Il faut savoir s'adapter à ces différents profils. Ensuite, pour mener à bien ces missions, effectivement, la conduite du changement est hyper importante. Ces skills-là qui sont pas forcément, innés, qui sont plus complexes à atteindre, qui vont être importantes pour eux, parce que ce qu'ils font, c'est essentiellement ça, de la conduite du changement. Pour la mener à bien cette conduite, on va se parler aussi de transmission. Donc on s'est parlé d'évangélisation, on s'est parlé tout à l'heure de montée en compétences. Donc comment ils vont transmettre ce qu'ils font, ces changements-là, comment ils accompagnent et ils transmettent ça. Et aussi, ça va passer par de la facilitation, qui est assez clé. Donc c'est assez connecté à la communication, qui peut aller aussi avec de la facilitation, c'est pas exactement les mêmes contextes. J'ai vraiment un problème avec ces télécommandes. Je vais y arriver. C'était trop beau que ça fonctionne bien. Donc hyper important d'allier ces différents soft skills au final, c'est beaucoup, beaucoup de soft skills. Et un peu plus hard skills, ce qui revient, c'est de la gestion de projet. Ça fait un peu, lourd dit comme ça, mais les classiques de la gestion de projet, restent incontournables, pour nos métiers malgré tout, pour aider au pilotage, pour aider sur des basiques, des fois sur lesquels il faut revenir.
ça reste hyper important et même pour bien structurer notre activité en tant qu'ops également. Et le dernier et pas des moindres, les enjeux business. Savoir les comprendre, les utiliser, parce qu'effectivement, si on veut avoir un rôle clé en tant qu'ops, dans la stratégie de l'entreprise, ça va être hyper important de comprendre ces enjeux business et de les utiliser pour même fixer ses objectifs en tant qu'ops et pour derrière bien accompagner les équipes. Donc comprendre le business est devenu clé aujourd'hui pour appuyer notre. Donc effectivement, on devient un réel agent de la transformation. C'est parler beaucoup de transmission, de conduite du changement, et cetera. Et on revient donc sur cet architecte de la performance qui s'appuie avec ce qu'on a pu voir dans les compétences. Tac. Mais par contre, c'est bien beau de se dire: «OK, conduite du changement, on facilite et cetera». On parle de monter en compétences. On se dit: «Ben, est-ce qu'on a le pouvoir d'influence, aujourd'hui en tant qu'ops? Est-ce qu'on a la position qu'il faut, au sein de l'entreprise pour aller jusque-là?» Comme on se dit, si on fait un peu d'overlap sur un rôle de manager et cetera, est-ce qu'on a effectivement la bonne place aujourd'hui, la bonne légitimité? Ça, c'est quelque chose qui est ressorti aussi, des questionnements quand on a fait cette analyse-là. Et c'est aussi, une fois de plus, quelque chose dont on a pas mal parlé, au cours de l'année passée et qui est, une fois de plus, toujours, non résolu, je dois dire, de ce côté-là, d'après l'enquête. Donc afin d'aller plus loin dans nos missions, il y a peut-être cette chose à solutionner et pour ça, il va falloir qu'on aille voir un peu plus, nos managers, essayer de peut-être plus accompagner pour comprendre ce rôle et les bénéfices qu'il peut avoir derrière. Parce que justement, on a d'autres freins que, cette influence et c'est assez lié à tout ça. Ce qui va nous poser problème, donc on se disait tout à l'heure, l'humain, c'est clé pour nous, mais l'humain, c'est aussi ce qui nous pose pas mal de soucis au quotidien. C'est pas mal les sujets autour des soft skills. Il y a, le déficit de communication transverse. Aujourd'hui, on se dit qu'on agit sur pas mal, de secteurs, donc on s'en fiche au final, que ce soit produit, design et cetera. On est là pour aider, en fait, toute la chaîne de valeur. Là-dessus, on est d'accord. On sait qu'il y a beaucoup de collaboration, de communication entre les équipes à régler, mais souvent, nous-mêmes, on est à défaut là-dedans parce qu'on n'a potentiellement pas toutes les infos, et il y a des passe-plats et cetera, donc ça complexifie la situation, ce sujet de communication qui manque aussi, rien qu'au sein de la stratégie et qui redescend pas forcément très bien non plus. Le second point, c'est la résistance au changement. J'essaie de pas te regarder, Mylène. Trop de vécu récemment. La résistance au changement, je pense que tout le monde l'a déjà connue ici. Dès qu'on veut un peu changer quelque chose, quel que soit le rôle, hein, on détecte quelque chose qui va pas, on se dit: «OK, là, j'ai quelque chose à proposer pour aider, même rien qu'à son niveau d'équipe, pour aider l'équipe à avancer, à faire mieux». Mais souvent, il y en a qui ont leurs habitudes, qui font comme ça depuis un moment, donc ils voient pas trop l'intérêt. Il y en a qui sont bien comme ça et puis tout simplement, en fait, c'est difficile de prendre de nouvelles habitudes aussi, et d'aller au-delà de celles-ci et de découvrir de nouvelles choses. On a un peu peur de ça, c'est humain, mais justement, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là pour aller au-delà? Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas besoin aussi d'accompagnement pour être de meilleurs peut-être, accompagnateurs, coachs et ainsi de suite? Associé au fond à de la communication aussi, c'est le manque de cohérence stratégique qui est ressorti énormément, dans les feedbacks, dans 75 qui considèrent celui-ci comme un frein. Cohérence, stratégique, c'est effectivement quand on a un rôle aussi transverse, si les stratégies, si les différents rôles à la direction ne se parlent pas bien, ne s'alignent pas, nous, ça va nous empêcher d'avancer. Et enfin, le pire de tous, peut-être, c'est qu'il y en a plein qui savent pas, c'est quoi un ops? Qu'est-ce qu'on fait là, concrètement? Et du coup, ça complexifie tout le reste parce qu'on est moins écoutés, le changement est encore plus compliqué parce qu'ils ont du mal à comprendre notre position et des fois même la stratégie peut avoir du mal à comprendre notre position. Ce qui fait que ça nous met dans un rôle un peu entre 2, et qu'on n'arrive pas à avancer autant qu'on aimerait. Donc ça nous freine assez vite, pour aller aussi loin qu'on aimerait dans nos pistes, en tout cas dans nos implémentations d'amélioration. Donc c'est le top 4, il y en avait beaucoup d'autres, mais c'est déjà pas mal, je pense. Effectivement, on vous en a mis quelques-unes en plus qui étaient quand même pas négligeables, parce que le rôle est nouveau. Quand on dit il y a un manque de formation, il y a un manque de modèle de carrière aussi autour de celui-ci. Donc déjà, ça questionne pas mal. Tout à l'heure, je vous disais, tiens, est-ce que la question à se poser, c'est pas, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un ops qui arrive, dans une organisation, quand c'est un rôle nouveau? Mais aussi la question, comment on l'accompagne en fait, aussi sur la durée? Est-ce qu'il y a des formations adaptées, pour ces personnes-là, pour aller plus loin, selon les types de profils aussi? Aujourd'hui, ça reste assez nouveau, donc il y en a quelques-unes. Il y en a une qui a été évoquée de formation Design Ops tout à l'heure par Pauline, notamment. Mais ça questionne effectivement pas mal, sur comment on fait
pour permettre à ces personnes d'avoir un vrai parcours de carrière aussi et d'aller aussi loin qu'elles aimeraient, dans leur carrière. Et ensuite, je l'ai quand même pas mal dit jusque-là, mais il y a le soutien limité de la direction qui est lié à ce jeu d'influence. On a besoin d'appui au maximum si on veut aller aussi loin qu'on aimerait pour légitimiser nos actions. C'est vraiment nécessaire qu'on ait un minimum d'appui de la direction et c'est souvent, ce que chacun d'entre vous rencontrait, ce problème de soutien. Et enfin, on voit aussi les limites parce que, souvent, pour l'instant, il y a encore beaucoup un seul ops à une centaine de personnes. Donc c'est vrai que c'est pas évident qu'on se sent un peu seul, c'est pas mal quand on a des pairs pour échanger. Bon, même si vous n'arrivez pas à avoir des pairs dans votre organisation, on est là, du coup, il y a les événements une fois par mois comme on s'est dit, on pourra, échanger si ça peut vous aider, c'est déjà ça. Donc les questions que ça soulève, pour cette partie-là. Comment on va équiper les ops au final, avec les bonnes méthodes, les bons outils pour cette partie conduite du changement? Comment on va, consolider, l'identité de ces ops pour réduire cette ambiguïté de qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est quoi son intitulé? C'est quoi ses missions? C'est quoi ses livrables? Pour qu'on clarifie au maximum, pour qu'on puisse raconter ça aussi aux équipes et à la stratégie et comment proposer un parcours de carrière adapté? Et donc tout ça, effectivement, même si j'en ai déjà un peu parlé aussi, ça montre qu'on a un besoin de formation pour consolider ses compétences, mais aussi d'un accompagnement et peut-être de conseils, ops pour la stratégie. Est-ce qu'effectivement on n'a pas besoin de remonter un moment, d'avoir des gens qui remontent et qui vont voir, côté stratégie, qui vont leur raconter, qui vont les conseiller en disant: «Bah, voilà ce que c'est l'ops, voilà ce que ça peut apporter». Peut-être de la sensibilisation qui est, nécessaire. Je fais un peu de teasing, hein. Je vous ai parlé de la formation ops, du coup, il fallait bien la placer. Non, effectivement, donc pour la partie, que ce soit du conseil, que ce soit, de la montée en compétences, pour le coup, on a créé la formation assez récemment et pour essayer de répondre à certains enjeux aussi, pour épauler les nouveaux ops également et c'est quelque chose qu'on va vraiment co-construire et améliorer encore et faire peut-être plus de sur-mesure avec les profils de chacun et après, si vous voulez pas partir sur une formation, il y a l'observatoire aussi qui existe où on fait du coup pas mal de, comme on se disait au début, d'événements. Aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup plus un pitch, un meet-up, mais d'habitude, on est vraiment beaucoup dans l'échange et dans les groupes de travail pour trouver des solutions ensemble avec des pairs. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent vous aider, vous, à grandir, à titre individuel. Pour toutes ces compétences, il y a des outils qui matchent. On se parlait de communication. Les outils de communication sont clés, sont ceux qui remontent en top 1 des outils utilisés. Les outils de gestion de la documentation, parce que c'est important de documenter son travail aussi, garder des traces, d'avoir quelque chose de clair, de guidé, autant pour nous, la stratégie, les équipes opérationnelles, les outils de pilotage et de suivi et enfin les outils de collaboration. Quand on voit ça, en fait, on se dit que c'est assez classique. En fait, l'Ops, il est pragmatique. Il emploie pas forcément des outils différents. On n'a pas besoin d'inventer de nouveaux outils, pour celui-ci. Il peut très bien utiliser les outils de l'équipe et c'est d'autant mieux pour collaborer avec eux, justement et favoriser, cette fluidité dans la collaboration et dans l'accompagnement. Au début, on s'est parlé d'IA. Il y a eu des teasings, au début de formation, de part et d'autre de Pauline, et de nous. On s'est parlé des compétences, on s'est parlé des missions. Est-ce que vous demandez l'IA dans tout ça, où est-ce qu'elle est? On est allé vérifier aussi dans les compétences et dans ce que les personnes en faisaient. On voit que c'est largement intégré dans le quotidien, tout le monde l'utilise, mais par contre, on est clairement en phase d'exploration aujourd'hui. Vraiment chacun tâtonne un peu, on expérimente, mais d'ailleurs comme vos équipes, je pense, avec qui vous travaillez, il n'y a pas encore, quelque chose de bien dessiné sur, qu'est-ce qu'on va pouvoir, réaliser, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire mieux dans les process. Il y en a, je pense, quelques-uns peut-être autour de la table, dans l'assemblée aujourd'hui qui ont peut-être expérimenté des choses. Justement, ce qu'on se dit, c'est que, est-ce qu'il y a besoin de formation aussi dédiée peut-être demain pour les ops, associée à ça? Est-ce qu'il y a besoin peut-être d'outils dédiés? Là-dessus, la question est encore, ouverte. On n'a pas forcément une réponse. Peut-être que les contextes d'entreprise aussi, les spécialités peuvent faire varier, ces points-là et peut-être que juste du partage entre pairs, des fois, ça peut être sympa également, pour voir, concrètement ce qu'on peut faire. Donc les questions que ça soulève, c'est se dire: «OK, que ce soit de l'automatisation ou, des outils LLM et l'IA, qu'est-ce que ça va, faire en fait concrètement? Dans quoi on va les utiliser? Où est-ce que ce sera à bon escient?» Parce qu'il faut quand même pas oublier que l'Ops, c'est beaucoup d'humains. On a vu que c'était ça qui était majeur. Donc comment on équilibre tout ça? Comment on trouve le bon endroit où le mettre pour mettre notre énergie derrière la partie humaine et accompagnement, justement là où ça a le plus de valeur ajoutée? Et est-ce que l'IA, ça va être destiné à devenir un outil socle ou est-ce que ça va être plus un complément, un bonus, de temps en temps, c'est utile à utiliser? Ça, c'est ce qui remontait également dans les questionnements par rapport aux approches, que chacun avait d'utilisation d'IA, dans son métier d'Ops.
Donc pareil, ça peut être des questions qu'on évoque après dans les sous-groupes. Et pour terminer, autour des compétences, des outils, il y a des frameworks également pour, mettre en œuvre effectivement cette performance organisationnelle. Ce qui ressort le plus, notre top 3 il est ici, c'est du classique les 2 au-dessus, design thinking et Kanban. Que ce soit des rôles de product ou de design, c'est, un classique en fait qui nous rapproche des utilisateurs, c'est beaucoup de facilitation. C'est quelque chose qui ressort donc pour la plupart, d'entre vous côté ops et le Kanban aussi, qui est plus aligné à la réalité ops que des frameworks complexes. On a vu que tout ce qui était, safe au final par exemple, tout ce qui est, paraît plus lourd est mis un peu plus bas parce que c'est moins évident à adapter. Donc c'est plutôt ça pour, accompagner, pour aller par petits pas avec les équipes qui ressort. C'est, design thinking et Kanban essentiellement et derrière, le sur-mesure, celui-ci on l'a eu aussi l'année dernière qui est énormément ressorti. En réalité, il y a pas une méthode qui fonctionne pour tout le monde, pour toutes les organisations. Il faut souvent s'adapter à celle-ci. On s'est parlé de terrain au début, c'est en étant sur le terrain, en comprenant comment les équipes fonctionnent, c'est quoi qui est déjà en place et quoi peut-être qu'il faut garder et derrière, OK, qu'est-ce qu'on optimise? C'est quoi les petites choses qu'on va ajouter? Peut-être que là, on va les piocher, ben, dans du zen thinking, dans du Kanban, peut-être dans du lean et cetera et donc c'est ça, au final, la force de l'ops, c'est qu'on n'est pas là juste pour appliquer une méthode qu'on a vue ailleurs. By the book, on est là pour l'adapter réellement à la réalité, du terrain, des équipes qu'on veut accompagner et qu'on veut aider. Mais du coup, comment est-ce qu'on propose, ces frameworks sans tomber dans trop de choses assez similaires, d'hétérogénéité totale, de rigidité, sans nuire à cette coordination, des équipes? Parce qu'on se dit: «Ben, si on fait quelque chose de trop hétérogène, peut-être qu'il y en a qui pourront pas rentrer dans ce cadre-là, il sera peut-être trop rigide et peut-être dans ce cas-là, il faut arriver à trouver des entre-deux». Donc ça pourrait être quelque chose qu'on évoque ensemble lors aussi d'une prochaine session. Il y a eu indicateurs et pilotage qui remontaient tout à l'heure en critère principal. Donc oui, c'est important, mais quels indicateurs, les ops vont suivre? Les KPI donc les plus suivis, qui sont assez similaires à chaque fois à ce qu'on retrouve, ce sont la qualité des livrables, le comportement et les usages des utilisateurs, la performance business, donc il y a le côté business, hein, qui prend vraiment une part de plus en plus importante pour les ops et la productivité des équipes. Par contre, est-ce qu'on a tous la même définition? Typiquement, comportement et usage utilisateur, est-ce qu'on parle d'utilisateur ou de collaborateur quand on est ops? Est-ce que c'est pas plutôt de voir leurs usages à eux, voir comment ils se sentent dans l'organisation aussi, comment ils utilisent tel et tel framework, tel et tel outil qui va nous intéresser nous, pour, avancer? Donc en fait, n'importe quel critère, on peut se dire que malgré, cette enquête, peut-être que chacun a sa propre définition des fois des données. Donc c'est à creuser, je pense aussi ensemble et enfin, OK, on mesure ça, mais dans les faits, nous, ce qu'on fait, nos initiatives en tant qu'ops, comment on les mesure aussi? Est-ce que vous mesurez, vos initiatives? Est-ce que vous mesurez ce que vous faites? Est-ce que vous suivez dans le temps, «OK, on a fait ça a été utile parce qu'on a pu le voir, il y a eu des répercussions ici, ici, c'est devenu plus positif». Est-ce que vous arrivez à faire ça? J'essaye de vous faire participer un peu, pour vous réveiller, hein. C'est pas évident. Déjà, souvent, je trouve que, on a, du mal, déjà, nous, à les accompagner pour qu'ils suivent bien la donnée, assez souvent, en tout cas pour prendre des décisions, pour itérer et cetera. Et pour nous, c'est encore plus difficile parce que souvent, on part de zéro. En fait. On n'a rien qui est mis en place pour mesurer, donc il nous faut déjà un T0. Hem et ce qui est pas évident aussi, c'est qu'on se parle certes, la productivité, ça peut être plus facile à aller chercher si on a un bon système de pilotage mis en œuvre, mais dès qu'il y a plus de choses autour des usages, du sentiment justement, cet humain qu'on doit traiter, dès que c'est plus quali, c'est pas évident, malgré tout à trouver des bons indicateurs de performance pour être sûr qu'on allait dans la bonne direction. Donc ça reste quand même un gros challenge aujourd'hui qu'on a. Malgré tout, on voit que c'est des choses qui sont plus suivies aujourd'hui, ça émerge, par rapport à l'année dernière. Je me souviens quand on s'était dit: «Ben, c'est important», mais derrière les personnes savaient pas trop quoi mesurer, c'était beaucoup d'échanges qu'on a eus. On sent que ça commence à mûrir, à maturer de plus en plus et on a ajouté une petite partie bonus, donc des enjeux qui grandissent dans les organisations. Il y a 2 dernières parties dans l'enquête. Pareil, là, c'est vraiment un résumé, hein, il y a combien? 70 pages? Voilà. Un gros travail, d'Alison et de Yann ici présents. C'est assez solide. Il y a énormément de questions, énormément de données hyper intéressantes aussi en fonction des profils. Là, on a fait un parti pris de parler de produits et design mélangés, mais il y a aussi, la possibilité d'aller creuser, effectivement entre product ops, design ops, s'il y a réellement des nuances. Même s'il y a plein de choses où il y avait un terrain d'entente, c'est des choses qu'on peut aller, aussi, plus, chercher et toutes les données, vous pouvez les retrouver dans ce qu'on vous enverra après. Donc l'IA et le numérique responsable. J'ai mon petit chouchou, je suis un peu seule, à travailler dessus, qui est le second. Faut pas faire les choses comme les autres et tout suivre l'IA.
On peut se demander yes! On peut se demander quel est le rôle dans l'Obs dans tout ça? Est-ce que c'est vraiment son rôle? Comment est-ce qu'il va pouvoir utiliser ces compétences qu'il a déjà acquis pour appuyer d'autres thématiques comme celle-ci et peut-être d'autres demain? Par rapport à ça, justement, il y a des rôles, on voit petit à petit, il y a les data ops qui arrivaient, il y a IA ops, green ops. Est-ce que c'est réellement de nouveaux métiers, en fait? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des spécificités une fois de plus? Ou, c'est pas plutôt des compétences, des pratiques à intégrer dans notre quotidien pour que ça fasse plus sens et à éviter de rajouter des complexités supplémentaires, des personnes supplémentaires? Donc qu'est-ce qui est ressorti en très gros résumé? Sans surprise, l'IA, tout le monde s'est jeté dedans. Il y en a énormément qui utilisent, celle-ci, mais essentiellement les outils du marché. Très peu d'outils internes encore, pour le moment, même si ça commence à grandir de plus en plus, pour notamment des questions de sécurité. Le prompting qui commence à être une, compétence qui est de plus en plus importante pour chacun d'entre nous, que ce soit ops ou autre personne. Et ce qui ressort en cas d'usage, essentiel, en tout cas ceux que les personnes nous ont remontés, c'était la recherche et l'extraction d'informations. Donc ça peut être pour la recherche côté design, mais ça peut être aussi dans de la documentation, quand vous allez chercher des informations, de votre côté, suite à effectivement des ateliers et cetera. On peut avoir aussi de la synthèse et de la prise de notes, ça concerne tout le monde et de la documentation et l'automatisation. Donc pas forcément de suite de l'IA, l'automatisation est aussi déjà donc on voit que cet intérêt, il grandit énormément, notamment aussi avec les agents IA, donc il y en a de plus en plus, mais les cas d'usage, ils restent assez marginaux. Côté numérique responsable, ma petite tristesse, mais pas étonnée. Émergence timide, c'est un enjeu hyper important. Aujourd'hui, on a entendu beaucoup parler avec notamment l'accessibilité. L'éco-conception prend de plus en plus de place et de plus en plus d'experts qui essayent de pousser ça. Et l'État avance de plus en plus sur ces sujets, mais malgré tout, même si la France est un peu en avance sur des sujets par rapport à nos voisins européens, on n'y est pas encore, hein. Et les ops, sont pas forcément concernés. Pour eux, effectivement, c'est à d'autres experts, c'est pas forcément à leur niveau. Mais en fait, c'est un peu l'affaire de tout le monde en réalité, hein. Et on pourrait faciliter tout ça. Effectivement, il y a pas de KPI, pour ça, alors que ça pourrait être intégré dans du suivi aussi, et ça manque de priorité stratégique. Effectivement, si personne s'en occupe, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en fait, c'est pas une priorité pour la boîte. C'est business first, assez souvent. Et on se dit: «Ben, l'IA, ça ramène plus de business, donc ça passe de côté malheureusement». Mais si on s'y intéresse, on pourrait voir quand même qu'on peut faire, une amélioration de business, en tout cas une réduction, de coûts. Donc ça reste assez, fragmenté, également. C'est quelques démarches, à part qui ont lieu pour l'instant. Donc derrière ça, les questions que ça soulève pour l'IA, c'est quoi le réel potentiel, pour les ops? Qu'est-ce qu'on va en faire concrètement? Ça va être quoi la force si on veut réellement l'utiliser, aussi? On a vu que c'était vraiment une scission aussi entre les 2 sujets, hein. C'est les 2 côte à côte, pour faire un petit choc. Se poser les questions effectivement de la bonne utilisation. Aujourd'hui, c'est pas trop les questions de sécurité, mais il peut y avoir des questions d'éthique aussi qu'on peut remonter. Est-ce qu'on peut accompagner à tout ça, en tant qu'ops? Et comment on peut l'utiliser concrètement pour aller solutionner des, problématiques sur, de la gouvernance, sur des processus, de la stratégie? Justement, quelle est la limite aujourd'hui pour la prise de décision? Heu pour nous aider dans notre quotidien à tout niveau. Et est-ce qu'il y a pas de la sensibilisation aussi qu'on peut ajouter de notre côté pour, mieux accompagner? Et du coup, on s'est déjà fait une session pour info sur, plus du partage de solutions qui étaient mises en place, par certains et repartir un peu des basiques de qu'est-ce que c'est l'IA. Donc c'est des choses qu'on pourra refaire aussi si ça vous intéresse, certains d'entre vous, de creuser ces enjeux-là autour de l'IA. C'est aussi des problématiques qu'on peut aborder en atelier pour aller effectivement se dire à quel endroit c'est pertinent et à quel endroit effectivement il faut garder cette part d'humain. Donc il y a vraiment cet équilibre à trouver aussi pour mettre le curseur au bon endroit pour avoir une bonne valeur ajoutée. Côté numérique responsable, l'idée c'est de se dire comment on évite d'ajouter une énième démarche en plus du framework. Ok, l'Ops il va mettre en œuvre des nouvelles pratiques, par exemple, ou en optimiser. Mais comment on fait pour éviter que ce soit un truc en plus par-dessus? Comment on fait pour l'intégrer, en fait? Comment on fait pour intégrer l'accessibilité, l'éco-conception, dans ce qu'on fait déjà aujourd'hui, dans la gouvernance et cetera? En fait, on pourrait très bien le mettre dans nos process, tout simplement. Des definition of done, des bonnes pratiques dans les reviews et cetera. Dans la mesure, ce qu'on fait déjà, des critères de priorisation. Et pour ça, du coup, je suis remontée encore, décidément, je vais y arriver. Pour ça, on a, pareil, on a sorti 2 toolbox, où on donne plein de conseils aussi. Vous pouvez aller tout enfin vraiment, c'est porte ouverte, ça fonctionne assez bien jusque-là. Vous allez retrouver des bonnes pratiques, comment mesurer, comment mettre en œuvre, si je suis dev, si je suis PO, si je suis designer. Donc vous avez plein de tips à l'intérieur pour vous aider vraiment à implémenter ça, dans vos pratiques, dans vos process et pas rajouter une couche en plus
et faire juste un projet one shot qui sera oublié dans quelques temps. Et donc pour résumer, avant de se parler, je sais pas depuis combien de temps je parle, j'espère que mon monologue n'est pas trop long. On est passé du côté pionnier parce que c'était assez récent, assez novateur, à ce côté chef d'orchestre. Donc il y a quand même plus de légitimité qui est venue, même si on n'y est pas encore, c'est pas encore parfait certes, on voit l'évolution déjà, qui se dessine. On voit qu'on prend plus, d'importance, on prend plus de périmètre aussi, de responsabilité, ce qui est une bonne chose pour vraiment, maximiser notre potentiel et notre impact. Il y a une structuration assez claire, donc effectivement, il y a plus de profils, et il y en a plus dans les boîtes également. Ça devient un rôle stratégique parce qu'on s'est parlé de communication, de montée en compétences, pilotage aussi, par la donnée. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi très business qu'on a pu aborder. Les freins systémiques sont bien là, la résistance au changement qui est majeure, la communication transverse et la cohérence stratégique. Donc c'était ceux-là qui sortaient le plus, il y en avait quand même pas mal, mais ça nous bloque énormément, aujourd'hui et c'est ça qu'il va falloir aller, solutionner. Donc notre défi collectif, c'est comment on va tracer notre trajectoire en fait, renforcer cette légitimité et inscrire l'Ops dans une gouvernance, que ce soit produit, design ou opération, tout simplement. Donc c'est les questions qu'on peut se poser ensemble, la suite et pour terminer, avant de passer en groupe, du coup, on vous envoie, très prochainement l'enquête complète. Donc tous ceux qui sont là, vous aurez droit à cette enquête. Heu, 70 pages, c'est long. Vous pouvez avoir la version résumée d'aujourd'hui aussi, vous en faites pas, pour ceux qui veulent prendre du temps. Par contre, essayez de pas utiliser l'IA pour résumer notre enquête, s'il vous plaît, hein? Allez jusqu'au bout. Et du coup, entre l'apéro et ce pitch résumé, l'idée maintenant, c'est que vous êtes tous par table. Ça va être d'échanger sur ces résultats, de se dire, ben, c'est quoi que chacun d'entre vous, vous retenez? Est-ce qu'il y a des problématiques qu'on a évoquées, que vous vivez, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses des enjeux, effectivement, qui n'ont pas été évoqués et peut-être que vous vivez et que vous avez envie de solutionner? Tout ça, l'idée derrière, c'est que ça vienne, consolider, une fois de plus, des sujets qu'on pourra évoquer tous ensemble lors d'autres sessions de partage entre nous, d'autres sessions d'atelier pour trouver des solutions. Ça vous va? Je vous ai pas endormi, tout va bien? Dans chacun des groupes, si je me trompe pas, non, on a un groupe sans guise. On doit avoir des en fait, les guises, c'est pour les fainéants qui veulent pas écrire, mais là, Valérie, tu es partie à prendre plein de notes, donc peut-être que non, c'est au cas où si vous avez besoin d'avoir quelqu'un pour les ex-guises, ça fonctionne, hein. Ouais, Samy peut le faire. Non, l'idée, c'est, du coup, vous échangez et le guise, il va vous aider aussi à synthétiser, tout ça et vous allez repérer les guises. Heu, c'est notre petit nom, hein. À synthétiser et comme ça, on aura notre backlog de sujets à traiter pour les fois prochaines. On s'est posé la question si demain, dans les très grandes structures, il ne faudrait pas avoir un Head of Ops pour gérer les Ops. Un Ops. Bonsoir à tous. Alors nous, dans le petit groupe qu'on avait là, en fait, on a un peu fait la synthèse de qu'est-ce qu'on retient ou pas de cette présentation. Et bizarrement, c'est plutôt ce qui a marqué les esprits, c'est ce qui manquait a priori dans cette restitution. Donc, note pour plus tard s'il y a des choses à ajouter dans les résultats. Un point qui manquait enfin qui était pas hyper saillant, c'était la notion de taille de boîte, versus, les résultats qu'on montre. Donc du coup, on comprenait pas trop, mais ça a amené une discussion intéressante sur le moment où on met en place de l'Obs versus la maturité et la taille de la boîte. Et donc du coup, est-ce que c'est plus ou moins facile de mettre en place de l'Obs, pertinent et cetera et les problèmes que ça peut amener? Martin nous a fait un beau Rex là-dessus. Non, mais c'est pas une blague, c'était pour le coup, c'était vraiment très intéressant. Ensuite, il y avait aussi la notion donc de la notion organisationnelle de l'Ops. Donc, Mylène nous a donné un exemple, quand on a une équipe qui est staffée, puis peu staffée, on leur donne des choses à faire, pour les occuper, mais ça amène pas forcément de valeur et peut-être que l'Ops, du coup, identifie que, il faudrait changer l'organisation un peu de la boîte pour qu'ils aient au lieu d'avoir beaucoup de travail, peu de travail, beaucoup de travail, avoir juste du travail tout le temps et du coup, l'Obs n'a pas forcément, la main pour ça. Donc pareil, on a un petit peu débattu là-dessus et donc les points saillants qui ressortent, de l'enquête, c'est, la répartition des freins qui est très marquée, notamment sur la com avec, 92 Sur la com, là, on pourrait penser que ça allait être plus dilué.
et le fait que le rôle de l'Ops est en overlap avec le management. Donc voilà, jusqu'où on va, jusqu'où on s'arrête, est-ce qu'on bosse main dans la main avec le manager et cetera. Donc voilà un peu les discussions que nous avons eues jusqu'à maintenant avec mon petit groupe. Point qu'on a évoqué, c'est notamment la parité homme-femme. Ça, c'est un sujet d'étonnement. L'enquête, DOA qui est sortie il y a 3-4 mois, qui, remontait plutôt 60 de femmes, sur, les métiers d'Ops, alors que nous, on a plutôt relevé, du presque 50-50. Donc, voilà, on s'étonnait un petit peu de ce résultat-là. Autre point, sur lequel, on s'est un peu étonné aussi, c'est, le fait que, le sujet de la satisfaction des collabs remontait pas forcément, dans les résultats de l'enquête, que c'était absent des priorités. À voir si c'était pas, un point qui, était peut-être évoqué ou qui vous a parlé quand on a notamment, fait allusion à la santé des équipes. Peut-être une question, à creuser. Un autre point aussi, c'est, l'adoption et la pérennité. C'est quelque chose qui remontait pas aussi non plus des, retours, qu'on a pu, avoir. Donc voilà, ça sera aussi peut-être un sujet intéressant à creuser, avec vous. Et après, du coup, ce qu'on s'est mis, comme sujet qui pourrait être intéressant pour l'année prochaine, c'est, d'avoir la vision aussi de, comment, tous ces enjeux, tous ces outils sont ou tous ces obstacles sont perçus, sous le prisme de, je suis salarié, ops dans une entreprise, je suis, free ou, je suis consultant. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on a abordé, nous cette année dans notre enquête, mais en tout cas, on garde en tête, le fait que ça peut être intéressant de faire l'analyse l'année prochaine sous ce prisme-là. Voilà et que ça sera aussi intéressant, pour rejoindre le point sur, l'enquête DOA, de faire, peut-être une comparaison aussi de, comment ça se passe d'un point de vue France versus, le reste du monde. Donc, voilà, on essaiera peut-être aussi de l'aborder sous ce prisme-là l'année prochaine. Et après sinon, dernier point qu'on a évoqué ensemble, c'est, il y a un sujet aussi autour du, Career Pass, qu'aujourd'hui, certains d'entre vous, ont été un peu confrontés à ça de, être raffiliés à un Career Pass d'un métier qui est pas forcément, vraiment, celui qui se rapproche, du vôtre, et que du coup, surtout, un des points un peu bloquants par rapport à ça, c'est le sujet du management qui peut un peu jouer, du fait que, parfois sur ces, postes-là, on manage pas d'équipe et du coup, c'est ce qui fait qu'on va pas, rattacher, le terme manager derrière et du coup, forcément pour la valorisation du rôle, c'est un sujet. Voilà. Donc nous, la principale question que tout le monde se posait, c'était enfin, la raison pour laquelle tout le monde était là, c'était pour se poser la question sur l'évolution, du rôle d'Ops depuis 1 an et aussi la perception qu'ont les Ops d'eux-mêmes. C'est un peu la question qu'on se posait à notre table. Il y a eu pas mal de questions qu'on s'est posées et de points qui nous ont un peu surpris. En termes de points qui nous ont surpris, c'est qu'il y a pas eu, de remontée, par exemple, dans les frameworks utilisés, dans les principaux frameworks utilisés du Lean, pour la partie expérimentation de l'Ops, justement, pour savoir si, qui va expérimenter, enfin voilà, sur le côté expérimentation. Hem, un autre truc qui nous a surpris aussi, c'est qu'il y a pas eu de problème majeur qui est remonté sur la partie outillage, l'outillage des Ops. Comment les outiller? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir, utiliser? Sur quoi ils vont pouvoir s'appuyer en termes d'outillage? Un autre point qui nous a remonté, c'est, il n'y a pas eu de remontée de douleur autour de l'overlap, en fait, entre, un Scrum Master et un Ops. Donc, ça, on se disait, il y a certains scopes, certains périmètres qui peuvent se overlapper et donc il n'y a pas eu, de remontée sur le point de douleur en termes de scope. On s'est aussi, il y a un autre point qui a remonté, qui nous a surpris aussi, c'est il y a beaucoup de profils d'Ops, et la perte de repères justement avec tous ces profils Ops. On l'a vu à la fin, il y avait la partie, IA Ops, il y avait, tout ça, donc ça fait beaucoup de profils d'Ops et il y a une petite perte de repères entre les rôles de chacun et les périmètres de chacun. On s'est aussi en termes de surprise, questions, il y avait aussi la sensation de réinventer la roue. On parlait du coach agile, on parlait en termes de rôle, de scope. Voilà, on a un peu l'impression que toujours, l'Ops réinvente, le coach agile et on parlait aussi on se questionnait sur la partie des rattachements, hiérarchiques des Ops.
Donc on a constaté, nous, autour de la table, des différences entre des rattachements hiérarchiques pour les design ops et les product ops. Et le dernier, c'était une question qu'on se posait. Est-ce que les ops ne sont pas des substituts des rôles de manager en termes de formation? On a l'impression que normalement les managers ont un rôle de formation, d'accompagnement, et on se demande si les ops en fait ne sont pas là pour substituer les managers sur ce rôle. Voilà. Bon, ils ont pas été mauvais, les guises. Du coup, merci pour les échanges. On va reprendre donc toutes ces synthèses, ces jolis post-it qui ont été faits en live pour peaufiner un futur backlog pour les événements. Donc pareil, on pourra vous envoyer aussi les sujets, essayer de voter sur ce qui vous intéresse le plus parmi l'ensemble de ces sujets, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments plus ou moins différents à aborder. Donc toute cette matière-là sera réutilisée et on pourra la traiter très prochainement. Et on vous envoie l'enquête détaillée. Il y a quelques points que vous avez évoqués qui sont dans la version de 70 pages, notamment le lean. Je précise, ça fait peur. Et sur ce, je vous propose de partir côté apéro, si vous voulez encore continuer les échanges et rester avec nous. Merci à tous!